notre invité politique ce matin, c'est Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour. Bonjour madame. Merci beaucoup d'être avec nous, député de l'Essonne, président de Debout la France. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale, représentée par Fabrice Vesser-Redon. Bonjour Fabrice. Bonjour Oriane. Du groupe EBRA, les journaux régionaux de l'Est de la France. On commence bien sûr par Jean Castex qui est venu hier devant le Parlement. Nicolas Dupont-Aignan présenter les mesures sanitaires. On va parler du fond des mesures dans quelques instants, mais d'abord sur le vote. Contrairement à la grande majorité des oppositions, vous avez pris part au vote hier, vous avez voté contre. Est-ce que ça veut dire que vous désapprouvez le boycott organisé par les oppositions ? Non, je le comprends, parce que le Parlement est un paillasson. Depuis mars, depuis plus d'un an, on est en état d'urgence sanitaire et en fait, on ne vote sur rien. Pour autant, j'estime, et c'est mon choix, que ne pas participer au vote, c'est ne pas dire sa position. C'est un côté un peu politicien et je peux le comprendre, hein, j'aurais pu le faire. Mais j'ai préféré, moi, voter. Pour une fois, on avait le vote, l'utiliser et dire clairement je vote contre. Parce que je crois que dans la vie politique, il faut dire les choses comme elles sont. Voilà. Mais je ne juge pas du tout mes collègues qui n'ont pas pris part au vote. Je les comprends aussi. C'était une autre façon de manifester leur désapprobation. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire, comme la majorité présidentielle, que ceux qui n'ont pas voté ont fait preuve de lâcheté, de manque de courage, de ne pas affirmer leur position ? Non. Vous savez, à force de tirer sur la corde, elle casse. Voilà, le gouvernement, en fait, décide quand on doit voter. Donc je comprends très bien, pas polémiquer avec mes collègues qui ont bien eu raison de dire stop. Moi, je l'ai dit à ma façon. Voilà, c'est tout. Mais l'important, c'est le fond. Mais juste sur le Parlement, avant de parler du fond des mesures avec Fabrice, pour finir sur le Parlement, vous dites quand même que l'exécutif considère le Parlement comme un paillasson ? Mais bien évidemment, puisque, attendez, je ne sais pas si vous réalisez que nous sommes l'une des seules démocraties où depuis plus d'un an, le Parlement est court-circuité et a donné les pleins pouvoirs en matière sanitaire, mais c'est très large, parce que les ordonnances sont très larges en matière sanitaire à l'exécutif, que ça va durer jusqu'au 1er juin et que ça peut durer jusqu'au 31 décembre. Cela veut dire que presque pendant 2 ans, le Parlement aura été suspendu. On n'a jamais vu ça. Donc, je veux dire que la situation est très grave démocratiquement. Très grave, et j'ai beaucoup protesté à l'époque au moment du vote des pleins pouvoirs. J'appelle ça des pleins pouvoirs, de triste mémoire. C'est terrible ce qui se passe. D'ailleurs, vous appelez plein pouvoir, c'est l'état d'urgence sanitaire. Hein, ben oui, clair. Mais l'état d'urgence sanitaire, ça veut dire que les représentants du peuple n'ont plus leur mot à dire sur des privations de liberté, de circulation. C'est terrible ce qui se passe. Donc voilà, l'heure est quand même très grave. Et d'ailleurs, je n'ai jamais compris l'intérêt. Jamais compris l'intérêt du président de la République, parce que ça veut dire qu'en fait, il décide tout, il l'avoue, alors qu'il a une majorité qui est quand même assez docile, et qu'il aurait pu au moins faire voter par sa majorité les textes. Non, c'est-à-dire que là, il y a vraiment un dysfonctionnement très profond des institutions. C'est la raison pour laquelle vous avez voté contre, ou il y a une autre raison d'ordre sanitaire ? Non, j'ai voté contre parce que moi, je réponds à la question. J'ai mon analyse sur les institutions, elles sont bafouées. Et quand on me demande quand il y a un vote, je l'utilise parce que je pense que ces mesures sanitaires sont contre-productives et que surtout le gouvernement ne prend pas les bonnes mesures qui permettraient demain d'éviter le 4e confinement. Vous prendriez quoi comme mesure ? Alors depuis le début, si vous reprenez toutes mes interventions, notamment mes vidéos sur Facebook, depuis le 26 janvier, je demande contrôle des frontières sévère. Ça n'a jamais été fait et ça a été fait au dernier moment et encore, ce n'est pas fait correctement depuis que cela a été décidé. C'est quoi qui n'est pas fait correctement juste sur les frontières ? C'est-à-dire que on rentre comme dans un moulin en France, que les contrôles ne sont pas sérieux. Et ce que vient de faire l'Italie, c'est-à-dire ce qui est du bon sens, un double test, permettrait et aurait permis, si ça avait été fait l'été dernier, l'entrée des variants. Donc il faut absolument le contrôle des frontières. Deuxième point que je demande depuis 1 an, c'est l'augmentation des lits de réanimation pérennes, pas des lits de secours qui sont pris sur d'autres lits, des lits pérennes avec la réouverture du Val-de-Grâce, qui est possible. C'est techniquement possible, mais oui, de rouvrir le Val-de-Grâce. Mais bien sûr, et je vais vous dire comment. D'ailleurs, si on avait commencé il y a 1 an, parce que je ne vais pas vous dire qu'on double le nombre de lits de réanimation en 2 mois. Il faut plusieurs années, mais il faut commencer le plus tôt possible. Et on pouvait rouvrir le Val-de-Grâce parce qu'on a la chance d'avoir un hôpital tout près d'ici, je vous invite à aller le voir, en parfait état, qui peut être ouvert en 2 mois, ce qui aurait permis d'accueillir les malades Covid, de soulager les autres services, ensuite de trier
en fonction des états de gravité, et on peut le faire en termes de personnel, parce que bien sûr, j'entends toujours le même argument du gouvernement, c'est pas des lits, c'est du personnel. Mais oui, mais j'aurais augmenté le concours des internes, puisque le gouvernement a limité à 74 le concours des internes en réanimation. On est toujours au même chiffre que l'année d'avant. J'aurais utilisé beaucoup plus la réserve sanitaire. J'aurais mis une prime très forte pour les infirmières qui viennent de partir en retraite, en réanimation notamment, et qui, moyennant une très forte prime complémentaire de leur retraite, seraient bien revenus quelques mois. Bref, ce que je reproche, les lits. Ensuite, les soins, diffusion des bonnes pratiques, la protection ciblée, les masques FFP2, qu'on aurait dû envoyer aux personnes les plus fragiles, comme l'a fait Mme Merkel. À la place des masques chirurgicaux qui ont été envoyés. Bien sûr, parce que vous pouvez avoir un confinement très dur, et puis vous pouvez avoir une personne très fragile qui va dans un supermarché avec un masque en tissu, elle attrapera la Covid. Donc c'est complètement ridicule. Donc pourquoi Mme Merkel a envoyé à 27 millions d'Allemands un lot de 15 masques FFP2 qui sont coûteux? C'est pour les protéger dans des circonstances exceptionnelles. Et puis, le dernier point, qui est l'évidence, mais qui n'est toujours pas fait, c'est une stratégie de tester, tracer, isoler sérieuse. Les eaux usées, Alors ça, les eaux usées, c'est fait. Mais non, c'est pas fait, pardonnez-moi. Il y a des contrôles sur les eaux usées, on sait. Dans quelques endroits très, très exceptionnels. C'est pas du tout systématisé. Il y a d'autres mesures technologiques. L'oxymètre, mais tous les Français devraient en avoir un. Les personnes âgées, du moins. Parce que ça devance le test. Le purificateur d'air. La mairie du 9e, j'ai eu la maire du 9e au téléphone cette semaine. La maire du 9e a mis des purificateurs d'air dans toutes ses classes. Pourquoi on attend? Le spray nasal, qui est en vente en Israël. L'autotest, qui est en vente libre depuis le début mars en Allemagne. Donc, on enferme tout un pays. On est en train de tuer un pays parce qu'on n'est pas capable de prendre des mesures ciblées, scientifiques. Et à vous entendre, on a l'impression que c'est facile. Alors pourquoi, si c'est si facile, le gouvernement ne le fait pas? Parce qu'on ne comprend pas bien. Ben moi non plus. Mais je peux vous dire. Vous, on a l'impression que c'est facile. C'est facile d'ouvrir des lits. Mais pourquoi c'est fait ailleurs? Pourquoi l'Italie a ouvert un nombre de lits incalculable, a retrouvé au moins 30 000 personnels soignants? Si ce n'est pas 50 000, vous vérifierez le chiffre. Mais pourquoi? Pourquoi ce pays est paralysé? Pourquoi notre pays est paralysé? Pourquoi l'Institut Pasteur de Lille? Je vais donner un exemple très précis. C'est pas moi. C'est sérieux, l'Institut Pasteur de Lille. En plus soutenu, a été obligé d'aller chercher une subvention de LVMH. LVMH n'est pas complotiste, que je sache. Puisque dès qu'on dit quelque chose, on nous accuse de complotisme. L'Institut Pasteur de Lille a trouvé une molécule ancienne, pas chère, qui permettrait, j'emploie le conditionnel, vraiment d'avoir des résultats exceptionnels. Monsieur Salomon a freiné les études le 9 février dernier. Les études sont freinées. Vous trouvez ça normal dans un pays adulte? Vous trouvez normal que l'ivermectine soit freinée? C'est un scandale, et ça sera un scandale d'État, hein, parce que la République tchèque vient de l'autoriser, la Slovaquie, quantité de pays. Je ne dis pas que c'est le médicament miracle, je n'ai jamais dit ça. Je dis simplement que dans notre pays, soit vous êtes chez vous avec du Doliprane, la médecine de ville est court-circuitée, soit vous allez à l'hôpital. Eh bien, entre les deux... Pardonnez-moi, Nicolas Dupont, l'ivermectine, c'est pas qu'en France. Alors, certes, l'agence du médicament en France ne l'autorise pas. Elle dit qu'il faut des études complémentaires. Mais l'OMS non plus n'autorise pas. L'agence européenne du médicament. Ah bah oui, l'agence européenne, on la connaît. C'est elle qui a voulu... C'est pas qu'un problème français, en l'occurrence. C'est elle qui a voulu... C'est un problème européen. C'est elle qui a voulu nous caser... Non plus ne l'autorise pas. Si je peux finir, c'est elle qui a voulu... nous caser le remdesivir qu'elle a fait acheter à la Commission de Bruxelles, qu'on a acheté pour des centaines de millions sous la pression de laboratoires. Mais il y a eu 24 études, dont 16 ou 12 en double aveugle sur l'ivermectine, qui est généralisée dans beaucoup de pays. Je ne dis pas, soyons précis, moi je ne suis pas médecin, je constate simplement que beaucoup de médecins l'utilisent, en France, sous le prétexte de la gale, et que ça diminue la charge virale de manière considérable. Vous constatez aussi que l'agence française ne l'autorise pas, que l'agence européenne ne l'autorise pas, que l'OMS ne l'autorise pas. On connaît le lobby. Et vous voudriez que ça soit autorisé pour les Français? Ben oui. Parce qu'il y a des résultats extraordinaires. Et je trouve quand même curieux, et je m'étonne, et je demanderai une commission d'enquête parlementaire là-dessus. Sur ce sujet précis de l'ivermectine? Sur ces sujets des traitements précoces. Parce que je voudrais comprendre comment les anticorps monoclonaux, qui coûtent 2 000 € la dose, qui ne sont qu'en phase 2, qui n'ont qu'une étude ou deux, ont été autorisés par l'agence,
et que des médicaments, des anciennes molécules qui ont fait leurs preuves dans beaucoup de pays, c'est pas Dupont-Aignan qui dit c'est plein de pays, sont autorisés et nous, ça ne l'est pas. Donc il y a quand même un vrai scandale. Alors il demande des études complémentaires. Oui, alors quand c'est un grand laboratoire pharmaceutique et que ça coûte plus de 2000 € la dose, il n'y a pas besoin d'études. Alors que quand c'est une molécule qui a été vendue à 4 milliards par un prix Nobel de la paix, prix Nobel de médecine japonais, qui est utilisé dans plein de pays, c'est niet. Pourquoi les purificateurs d'air ne sont toujours pas autorisés? Pourquoi le spray nasal n'est pas autorisé? Alors je ne dis pas qu'il y a un grand complot. On va avancer un peu, on a compris votre position là-dessus. J'insiste, pourquoi ce retard surtout sur les vaccins? On va parler des vaccins. De scandale d'État, vous parlez de retard. Les chiffres, au bout d'un an de pandémie, les chiffres mondiaux viennent d'être diffusés, qui ont une réalité, en tout cas qui sont vérifiables. Vous parliez des Allemands tout à l'heure, on peut parler des Anglais. Est-ce que finalement, au bout d'un an, la France est si mauvaise que ça? Quand vous regardez les chiffres. Très mauvaise. Regardez les chiffres, justement. Nous sommes dans les pires résultats. Et regardez le nombre de pays. Pire résultat, je ne parle pas niveau, par mort par habitant. Mort par habitant. Vous savez qu'on est au niveau du Brésil? Parce qu'on met les chiffres en valeur absolue, mais par habitant. Donc, regardez les chiffres par habitant. Essayez de comprendre, parce que moi j'ai essayé dès le début. Pourquoi des pays comme le Maroc, qui a soigné, entre parenthèses, à l'hydroxychloroquine. Bon, le Sénégal, qui est beaucoup plus jeune, donc il ne faut pas, bien évidemment, attention, il y a la tranche d'âge. Donc, mais quand même, pourquoi le Maroc a mieux vacciné que la France? Quand même extraordinaire. Pourquoi des pays comme la Pologne? Pourquoi des pays d'Europe de l'Est? Pourquoi, je ne parle pas de la Russie, on peut voir les chiffres, je parle de pays qui ne sont pas les pays asiatiques. Les pays asiatiques ont une vraie stratégie intelligente qu'on n'a pas mis en place. Mais au-delà de ça, et donc je suis plus sur la stratégie zéro Covid, j'y étais au début, mais maintenant c'est trop tard. Donc pourquoi des pays sont réactifs? Parce que c'est ça l'interrogation. Pourquoi des pays sont réactifs et pourquoi notre pays est paralysé par une bureaucratie qui semble tétanisée et qui, quand il y a une innovation, met 4 fois plus de temps à la mettre en œuvre? C'est quand même une interrogation. Enfin, pour moi... Un mot juste, puisque vous parliez des tests. Il y a quelques jours, vous avez dit que vous demandez l'interdiction de l'école pour les enfants dont les parents refusent le test. Est-ce que ce matin, vous dites que vous êtes allé trop loin? J'ai été trop loin. Franchement, parfois, il faut reconnaître quand on va trop loin. Mais j'ai été trop loin, pourquoi? Parce que Jean-Michel Apathy me poussait dans mes retranchements et j'aurais dû me méfier, très sincèrement. Pourquoi? Parce que je pense qu'il faut laisser les écoles ouvertes. Parce que je voulais qu'on fasse tout pour laisser les écoles ouvertes. Et j'avais imaginé la solution des demi-groupes parce que je voulais éviter la cantine. Et j'avais dit, est-ce qu'on ne peut pas avoir le système de test pooling qu'il y a aux États-Unis ou en Allemagne, c'est-à-dire que les enfants crachent tous dans une bassine, et si dans la bassine il y a un truc positif, à ce moment-là on fait des tests à tout le monde. Et ça marche très bien. Purificateur d'air, ventilation. Ça, mais ce matin, ventilation, vous nous dites clairement on n'interdit pas l'école aux enfants dont les parents refusent le test. De toute façon, il n'y a plus d'école, alors c'est réglé. Non, mais il va y en avoir dans 3 semaines. Mais il y a des vacances, là. Je voudrais qu'on accélère sur les purificateurs d'air. Je voudrais, pourquoi pas faire des groupes. J'aurais d'ailleurs pas fermé toutes les écoles de France, dans les zones de Bretagne, dans les zones où il y a peu d'épidémies. Il fallait territorialiser pour les écoles. Je pense. Mais est-ce que ça ne crée pas des inégalités scolaires entre les enfants? Peut-être, mais enfin, dans la vie, tout ce qui peut être préservé en matière scolaire. Parce que j'ai vu ce que j'appelle le lobby enfermiste, qui ne voit absolument pas les conséquences sociales dramatiques sur des enfants. Et je pense, entre nous, qu'on pourrait élargir le couvre-feu, je vais vous provoquer, à 21h, que tasser les gens dans les transports n'a aucun sens. De 19h à 21h, oui, bien sûr. Deuxièmement, qu'on pourrait ouvrir les commerces, ça n'a aucun sens, la fermeture. La règle des 10 km... Dans toutes les zones, y compris en Île-de-France. Mais bien sûr, la règle des 10 km n'a aucun sens. En revanche, soyons précis, beaucoup plus de prudence dans les comportements et beaucoup plus de sévérité dans les zones où aucune mesure barrière n'est respectée. Vous avez des centaines de quartiers en France, il n'y a 0 mesure barrière. Je vous prends en RER et je vous emmène dans certains quartiers de ma région que je connais bien, il n'y a pas de masque, il y a des fêtes toute la nuit. Voilà. Donc, moi, je veux bien qu'on emmerde. Donc, ça veut dire que le gouvernement a raison de faire plus de contrôles. Non, il ne fait pas les contrôles au bon endroit, excusez-moi, non. De certaines personnes? Non. Il fait les contrôles pour emmerder les Français sur, désolé de parler comme ça, embêter les Français, parce qu'ils vont rentrer à 19h15
au lieu de 19h, parce qu'ils vont faire ceci, cela. C'est tellement facile de faire des contrôles sur des honnêtes gens. Mais en revanche, je peux vous dire que d'aller dans des quartiers difficiles où rien n'est respecté, il n'y a pas un policier, pas un gendarme, parce qu'ils se font caillasser et que l'État est défaillant. Donc moi j'aimerais qu'on soit plus sévère là où les gestes barrières ne sont pas respectés et qu'on soit beaucoup plus intelligent là où la liberté alliée à la prudence est beaucoup plus efficace. Un mot sur le pass sanitaire, puisque vous êtes un opposant au pass sanitaire. Selon les informations de France Info, ce matin, le gouvernement abandonnerait ce pass sanitaire. Est-ce que vous êtes satisfait ? Mais bien sûr, parce que ça n'a aucun sens. Si on est vacciné, quel est l'intérêt de la vaccination, d'après le gouvernement ? C'est d'être protégé. Donc si vous êtes vacciné, vous pouvez aller au cinéma, au restaurant, vous ne craignez rien, même s'il y a quelqu'un qui n'est pas vacciné. Puisque le principe même du vaccin, c'est pas d'empêcher la transmission, c'est d'empêcher les formes graves. Donc le pass sanitaire n'a aucun sens. Aucun sens. Donc vous êtes satisfait si le gouvernement l'abandonne ? Je l'espère. Sur la vaccination, un mot, puisqu'on n'en a pas parlé, Fabrice ? Oui, sur la vaccination, pour vous, le rythme, le tempo, le calendrier qui a été donné vous convient ? Mais je ne le crois plus personne ne croit le gouvernement. On va attendre de voir. Voilà, je ne peux pas vous dire plus, puisque le gouvernement a dit tout et son contraire. Je crois que M. Véran était allé sur TF1 pour nous dire qu'il y aurait 70 millions de personnes vaccinées au 1er juin ou à la fin de l'été. À la fin de l'été. Bon, tout ça est grotesque puisque le problème... Que dit Emmanuel Macron ? Enfin, il dit que tous les adultes qui le souhaitent seraient vaccinés à la fin de l'été. Est-ce que ça, vous y croyez ? Mais je n'y crois en rien, mais j'espère qu'il tiendra ses promesses. Mais comme ça fait 15 fois qu'on nous dit tout et le contraire de tout, j'attends. Mais vous savez, le vrai problème n'est pas là, si je peux me permettre. Enfin, il est là, mais... Est-ce qu'on va tirer les leçons en termes de relocalisation des centres de production de médicaments, réellement ? Vous pouvez reconnaître, ça fait 10 ans que j'alerte sur les délocalisations. J'avais vu, il y a plus de 10 ans, un directeur d'usine pharmaceutique qui m'avait alerté. J'avais écrit, dans le désert le plus total, le vrai enjeu, c'est la capacité de l'Europe et de la France à retrouver des chaînes de valeur sur tout le territoire. Et on en est encore très loin. D'accord là-dessus. Tout le monde est d'accord en parole. Mais pour passer à l'acte, par exemple l'entreprise Luxfer qui produisait des bouteilles d'oxygène et que j'avais proposé qu'on rachète, qui était fermée et qui est rentable, le gouvernement a refusé de le faire. Et nous dépendons des bouteilles d'oxygène fabriquées en Angleterre pour toute l'Europe. Donc, moi je veux bien les discours, mais les masques FFP2, vous savez combien on a importé de masques de Chine ? 5 milliards d'euros cette année, 2020. 5 milliards d'euros. Et je vois que le gouvernement ou l'État ne commande toujours des masques au Vietnam ou ailleurs, alors qu'il y a des usines françaises en Bretagne qui ont été relancées, mais par un dévouement et une force d'énergie des entrepreneurs inouïs. Mais je veux dire que si on ne traduit pas dans les actes maintenant les leçons de la crise, on va se retrouver dans le même état dans 2 ans. Sur les régionales. Et oui, intimement lié à la crise sanitaire, la question du calendrier des régionales. Le Conseil scientifique a renvoyé la responsabilité au gouvernement de conserver ces dates du mois de juin ou de reporter un petit peu plus tard dans l'année. Voter en juin, ça vous paraît raisonnable ? Oui, au jour d'aujourd'hui, quelle horrible formule, bien sûr, il faut arrêter de changer les calendriers. Si vraiment il y avait un pic épidémique énorme, le 13 juin, il est évident qu'on pourrait reporter en septembre, ça ne serait pas un drame. Il est annoncé pour dans une semaine, là, le pic épidémique. Mais en attendant, au mois de juin, on en sera sorti. Donc, de grâce, un peu de calme, de sang-froid. Pour moi, on ne touche pas. On ne touche pas. Faut arrêter de se dire qu'on touche. D'ailleurs, dans tous les pays, on vote. On va bien au supermarché avec un masque. Enfin, il faut arrêter la psychose, l'affolement général, qui est malsain. On n'a pas parlé économie, mais on est en train de détruire un pays. Il y a des gens dans la misère qui ne mangent pas à leur faim dans notre pays, contrairement à ce qu'on dit. Il y a des 3 millions d'indépendants qui n'ont pas d'indemnité. Donc, moi, je veux bien qu'on te casse tout, parce qu'on n'a pas été capable d'avoir des lits, des soins, des masques, mais... Sur les régionales, Debout la France, votre parti sera de la partie ? Pas partout. Nous serons dans certaines régions, en Ile-de-France, dans les Hauts-de-France, en PACA et dans beaucoup d'autres régions, mais pas partout, pour des raisons simples, c'est que ça dépend des régions. Voilà. En Ile-de-France, c'est quoi la raison ? Ça dépend des forces qu'on a en région. Ça dépend des forces qu'on a en région. Ça dépend des alliances qu'il peut y avoir. Ah non, les candidats, on les a. C'est pas le problème des candidats. C'est le problème que ce soit utile. Et je ne vous cache pas aussi, soyons très précis, que je suis candidat à la présidentielle, que le pays est dans un état déplorable et que pour moi, ce qui compte,
et pour notre mouvement, ça s'appelle Debout la France, c'est pas par hasard, c'est vraiment de proposer aux Français un choix de redressement national différent de ceux qui sont présentés. Et justement, on va parler de présidentielle. Oui, absolument. Vous serez en mesure d'être candidat à la présidentielle. Bien évidemment. Les maires qui vous avez parrainés avant votre ralliement au Front National en 2017 vont vous redonner leur signature? Alors d'abord, il y a un terme que je n'aime pas, ce mot ralliement. J'ai fait ce que M. Bertrand a fait pour M. Macron ou M. Fillon. Je l'ai fait pour Mme Le Pen. Je n'ai jamais eu un ralliement au Front National. Et vous voyez comme les choses sont perverses parfois. On n'a pas compris cette phrase. Donc vous avez ce que je veux dire. Je veux dire. J'ai fait ce que M. Bertrand a fait pour M. Macron. J'ai fait. Quand M. Bertrand, M. Fillon annonce un quart d'heure après le premier tour qu'ils vont soutenir de toute leur force M. Macron. Personne ne parle. Surtout s'opposer à Marine Le Pen. Oui, d'accord, mais soutenir M. Macron, personne ne leur dit le ralliement à En Marche. J'ai soutenu et j'assume totalement contre M. Macron, Mme Le Pen. Pour autant, Debout la France est toujours resté un parti... Attendez, je finis. Un parti indépendant. Et je suis candidat gaulliste parce que j'ai un projet pour le pays. Et d'ailleurs, je vois qu'il y a 7% des Français, ce qui est quand même pas mal, autant que Mme Hidalgo, dont on parle tant, qui me soutiennent. Et j'espère qu'il y en aura plus. Et donc, je suis candidat. Bien évidemment, j'aurai les signatures et je les ai déjà, quasiment. Et nous y allons. Juste pour préciser, parce qu'on n'est pas sur le même registre, une partie de la droite a appelé à faire barrage à Marine Le Pen. Vous étiez parti pour être le Premier ministre de Marine Le Pen. Xavier Bertrand et François Fillon, ils ne sont jamais partis, ils n'ont jamais été envisagés d'être le Premier ministre d'Emmanuel Macron. Monsieur Philippe était LR et est devenu Premier ministre. Vous le referiez ? Vous le referiez si la question... Mais la question n'est pas là, on est en 2021. Est-ce que vous discutez encore avec Marine Le Pen aujourd'hui? Parce qu'elle continue de vous tendre la main, Marine Le Pen. Mais tendre la main, ça veut dire quoi? Si ça veut dire reproduire 2017, c'est-à-dire retrouver un duel que refusent 80% des Français, ou 70%, dernier sondage, pour aboutir à la réélection d'Emmanuel Macron, ça, c'est pas pour moi, et c'est pour ça que je suis candidat. Parce que j'estime que les Français ne veulent pas voir à nouveau ce duel réducteur. Et je remarque qu'Emmanuel Macron, assez intelligemment d'ailleurs, il faut au moins lui reconnaître ça, il a détruit le pays, mais il est quelqu'un d'intelligent, eh bien, il a choisi son adversaire. Parce qu'il veut être réélu, c'est normal. Mais moi, je ne suis pas obligé de vouloir absolument faire réélire Emmanuel Macron. Et j'estime que Marine Le Pen est le meilleur adversaire pour Emmanuel Macron. Moi, je pense qu'il faut battre. Avec Emmanuel Macron. Je pense qu'il faut battre Emmanuel Macron. Je pense que les Français méritent un autre duel. Je ne suis pas sûr que ni Emmanuel Macron ni Marine Le Pen ne seront au second tour si nous sommes capables d'offrir aux Français une autre voie. Cette autre voie, je la construis, je la prépare et je l'offrirai aux Français pour qu'ils aient le choix. Mais après, libre aux Français de voter. S'ils le sont au second tour, Emmanuel Macron et Marine Le Pen, là, qu'est-ce que vous faites ? Eh bien, on verra. En attendant, je suis certain... Mais est-ce que là, vous rediscuterez avec Marine Le Pen ? Est-ce que vous aurez la même démarche qu'il y a 5 ans ? Je n'en sais absolument rien, parce que dont je suis certain, c'est que les Français ne veulent pas de ce duel. Et je ferai tout pour dire aux Français, il y a une autre voie possible. On peut redresser notre pays, qui est un pays qui a plein d'atouts, et qui est détruit par la simplification... le degré zéro du débat politique, et j'espère, l'espoir fait toujours vivre, j'espère être capable de proposer aux Français de vrais choix pour traiter les racines des problèmes sur les services publics, oui, tout à fait, mais ça sera peut-être pas Macron. Qui vous dit que ce sera Emmanuel Macron? Qui vous dit même qu'il pourra se représenter? Je n'en suis pas convaincu. Vous en doutez? Oui, quand on voit l'état du pays aujourd'hui, sa responsabilité immense dans la destruction du pays, je ne suis pas du tout sûr qu'Emmanuel Macron sera candidat. Et merci beaucoup. Merci Nicolas Dupont-Aignan d'avoir été notre invité. Ce matin, on regarde la une du Dauphiné, Fabrice, ce qui vous attend après Pâques. C'est à la une de votre journal. Merci messieurs.